OK? Vous y êtes là? Alors, voilà, il ne faut pas que je m'éloigne beaucoup de l'écran, sinon il n'enregistre pas. Alors, quelles sont ces questions? Vous avez, donc, d'abord, je m'approche du micro. Alors, premièrement, ce qui est le plus important dans cet exercice, on va passer toute la séance sur cet exercice. D'accord? Il est très important. C'est un exercice qui traite du phénomène de la substitution par un consommateur d'un bien par rapport à un autre bien, tout en restant sur la même courbe d'indifférence. Ce phénomène de substitution est très important. On l'a bien expliqué au premier semestre. On va le rappeler et ça ne suffira toujours pas parce que c'est un truc que vous allez rencontrer tout le temps. Et ce qui est important dans la substitution, que je pense que vous l'avez bien comprise, ce qui est plus important, c'est l'idée que c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Il faut mesurer le phénomène de substitution. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire mesurer? Ça veut dire que quand un consommateur substitue des unités d'un bien à un autre bien, n'est-ce pas? On veut savoir combien doit-il renoncer ou à combien d'unités du bien auquel il renonce, combien d'unités doit-il renoncer pour chaque unité ou chaque quantité du bien qu'il veut augmenter. Parce que cette quantité-là, l'une par rapport à l'autre, la quantité du bien auquel il renonce, par rapport à la quantité ou l'unité du bien qu'il veut augmenter, ce combien s'appelle son taux de substitution, c'est-à-dire à quel prix relatif d'unité du bien qu'il doit abandonner pour compenser une unité ou autre chose, ou une quantité du bien qu'il veut augmenter. Ce phénomène-là, cette mesure, ou ce rapport, ou ce pourcentage, il est très important en économie. En macro, on l'a vu, en micro, et vous allez le voir encore dans d'autres matières. C'est un phénomène qui est très important. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le raisonnement économique se fait toujours en termes non pas de prix, quel est le prix d'une chose par rapport à une autre, mais d'abord en termes de comparaison relative ou prix relatif, n'est-ce pas? Ou quelquefois on appelle coût d'opportunité, n'est-ce pas? Qu'on a déjà vu, vous allez voir encore, mais ce sont des notions fondamentales en économie. Alors c'est ça l'objet. Et ne croyez pas que vous allez tout comprendre dès cette année. Ce phénomène qui est très complexe. Mais en tous les cas, ce que l'on doit comprendre, bon, ça ne va pas être difficile. Alors, regardez bien. Vous avez M. Robinson qui a deux biens, les framboises et les sauterelles, deux biens. L'un est noté X1, l'autre est noté X2, n'est-ce pas? Et on vous demande de représenter respectivement sur sa courbe d'indifférence ces deux biens, la quantité de ces deux biens. Alors, trouver sur la même courbe d'indifférence. Alors, la courbe d'indifférence, c'est la représentation graphique de cette relation entre x1 et x2. x2 est égal à 990 000 divisé par x1. Vous voyez très bien déjà que cette expression-là, x2 égale 990 000 divisé par x1, elle représente bien une courbe d'indifférence. Pourquoi? D'abord parce que on voit que x1 est au dénominateur. Ça veut dire que si on augmente x1, on doit obligatoirement plus fort, plus fort. Non, baisser. Ben oui, sinon il n'y aura pas de substitution. Tu ne peux pas, pour un consommateur, augmenter les deux en restant au même niveau de satisfaction.
si tu augmentes l'un, pour rester au même niveau de satisfaction, il faut baisser l'autre. Très bien. Donc, si vous voyez une forme qui ne répond pas à ça, et les deux biens sont plutôt reliés positivement, ça ne peut pas faire une fonction d'utilité. Ça ne peut pas faire une courbe d'indifférence. D'accord? Donc là, on voit bien que si on augmente x1, on est obligé de baisser x2. Ça correspond bien à une courbe d'indifférence. Mais ce n'est pas la seule condition. Mais ça, c'est la condition primordiale. OK? Donc, vous voyez ici, bien sûr, x1 doit être positif. Alors, bien sûr, ici, la représentation graphique, elle est de ce style-là. Voilà. Vous avez les sauterelles à l'abscisse et les framboises, le deuxième point, qu'il y a en ordonnée. Là, vous aurez une courbe qui est ceci. Bien sûr, vous prenez quelques points. Il ne faut pas prendre une dizaine. Hein. Je vous demande de dessiner au pif. Bon. Mais vous représentez, donc ça, c'est une courbe d'indifférence de M. Robinson. Voilà. Comment on appelait ce genre de courbe début de l'année, au premier semestre? On a dit que c'est une quelle forme de courbe? Est-ce une droite? Est-ce qu'une hyperbole? Elle a la propriété d'être convexe, mais le nom qu'elle porte, c'est quoi le type de courbe? C'est pas une parabole, c'est pas une droite, c'est pas, c'est quoi? C'est pas une sinusoïde, c'est quoi? Ça s'appelle une hyperbole. Une hyperbole. Une hyperbole où elle tourne sa concavité vers l'origine ou vers l'extérieur. Là, elle tourne sa convexité vers où? Vers l'origine. Donc, elle est convexe. C'est une hyperbole convexe. Ça aurait pu être concave, mais là, c'est convexe. Antonin, au tableau. Et plus vite que ça, s'il te plaît. Alors, c'est quoi? On a bien compris la première question. Hein? C'est quoi la deuxième question? Du coup, pour la première question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit la première question? La première question, c'est de trouver sur la même courbe d'indifférence un panier voisin pendant 600 grammes de sauterelles. Du coup, j'ai compris qu'il faut mettre 500 grammes dans les. Déjà, oui, tu as bien raison. Il faut déjà placer le premier bien, le premier panier initial. Ouais. Alors, mets-le le panier initial à peu près au pif. Si on met ici 500, par exemple, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un petit peu à gauche, ça va être 495. 2000, ça veut dire 2 kilos. Ouais, ton crayon, il ne fait pas très bien, Antonin. Attention. Oui, d'accord. Ça, c'est 2 kilos, ça veut dire 2000 grammes. C'est ça? Oui, exactement. Ça, c'est 2000 grammes de machin. Bon, on va mettre des pointillés comme ça. Vas-y, continue. Fais-moi un beau dessin. Hein? Oui, là, du coup, on a le premier panier qui est énoncé. Alors, pourquoi tu le mets là-bas? Alors, où est-ce qu'elle est l'abscisse? Il est où l'abscisse? Tu ne m'as pas marqué l'abscisse. Ouais, l'abscisse du panier initial ou du panier. Oui, du panier initial. Dans les petits pointillés pour que ça arrive à 495. 480. Voilà, à peu près au pif comme ça. Ouais, et après, du coup, dans le deuxième, il demande de mettre 500 grammes. Donc, dans la formule, il faut mettre 500 à la base de X1. Très bien. Ah, très bien. Explique à tes camarades. Écris au tableau. X2 est égal, le X2 que l'on cherche, égal 900. Bon, plus vite, Antonin, tu es en train de faire du dessin d'art, là. Ouais, mais c'est pas utile. Ouais, Prends le stylet. Il y a un stylet qui va plus vite. Oh, je l'ai laissé dans le bureau. D'accord. Je vais le chercher. Voilà, avec le stylet, c'est mieux. Et bien, du coup, quand on est à la base de X1,
Ensuite, dans la calculatrice, on va trouver que X2 égale 1980. Très bien. 1980, donc tu notes. On a 3 axes d'indifférence. Alors, automatiquement, il est juste un petit peu en dessous, pas très loin. Et bien sur 500. Voilà. Alors, le fait de passer du panier initial au suivant, qu'est-ce qu'on a fait? De la substitution. D'accord? C'est ça tout le sujet de l'exercice, c'est la substitution. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment elle se représente graphiquement? Comment on la mesure? Par quel taux? Par quel truc? Et après, du coup, la question 2. Non, la 3. Ah ouais, bah, du coup, on a donné d'ailleurs la différence avec des points Voilà. la formule. Après, la 3, c'est rappeler la définition du taux marginal de substitution en point de la courbe indifférence. Alors, avant de commencer à répondre, je te remercie, Antonin. On va appeler quelqu'un d'autre, un bon courageux. Donc, si vous avez bien compris cette idée, avant de répondre à la troisième question, qu'est-ce qu'elle demande, la troisième question? Définir le TMS. Sachez que le mot TMS, vous vous rappelez du premier semestre? On l'a défini pour deux agents, lesquels? Le consommateur et le TMS technique pour le producteur. Regardez vos cours de premier semestre et il faut que la définition ne soit pas retenue comme une définition. Il faut qu'elle soit retenue comme un truc logique qui saute au nez comme ça. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le phénomène de substitution, c'est le fait que l'on substitue un bien à un autre pour rester au même niveau de satisfaction, rester sur la même courbe d'indifférence. C'est ce que vient de dessiner Antonin. Vous avez, on passe du panier initial au panier un petit peu en dessous, proche, mais sur la même courbe, pour rester donc sur la même courbe d'indifférence, sans changer la satisfaction de M. Crusoe, n'est-ce pas? Et c'est ça la substitution. Et on va la mesurer. On peut la mesurer en faisant quoi, par exemple? En faisant juste un taux. C'est quoi un taux? C'est un prix relatif. C'est un rapport. C'est ça un taux. Par exemple, je ne sais pas, Antonin est plus grand que moi de taille. Plus grand que moi de taille. De combien est-il plus grand que moi de taille? Il y a une mesure qui permet de dire ça. De combien il me dépasse? Combien je suis plus petit relativement à lui? Ou combien relativement il est plus grand que moi? Qu'est-ce que je fais comme opération? Une mesure qui indique ça. Au lieu de donner la taille d'Antonin et la taille de Najar, on donne. Quelle est la mesure qui est la plus utilisée? La technique la plus utilisée pour rendre compte du fait qu'il est plus grand que moi ou que je suis plus petit que lui. Plus fort? Jamais de soustraction. Jamais. Jamais. Une fraction. Ah, voilà. Une fraction. Parce qu'une différence, c'est absolu. Et on cherche d'une comparaison relative, l'un relativement à l'autre. Quand tu fais une différence entre lui et moi, tu vas trouver, par exemple, qu'il me dépasse de 10 cm. Mais deux bébés, ils peuvent se dépasser de 10 cm aussi. Donc 10 cm ne dit rien. Ou elle dit très peu de choses. Parce que 10 cm, et si on mesure ça en mètres, il me dépassera de combien? Au lieu de 10, ce sera 0,1. Donc ça change. L'unité est différente, la mesure par la différence est très peu informative. Il faut utiliser les rapports. Quand je fais cette taille sur la mienne, dans n'importe quelle unité de mesure, millimètres, centimètres, tout ce que tu veux, ça donne un pourcentage. Et le pourcentage, il n'a pas d'unité. Et c'est plus précis. C'est plus condensé comme information et plus juste. Elle ne dépend pas des unités. Un rapport n'a pas d'unité. Pourquoi il n'a pas d'unité, un rapport? C'est universel.
Oui, pourquoi? Pourquoi il n'a pas d'unité, un rapport? Quand je dis l'économie de l'Allemagne dépasse celle de la France de 30%. Ce n'est pas la même chose que de dire l'économie de l'Allemagne est tant de milliers de milliards et celle de la France est un peu moins. Non, c'est pas pareil. C'est plus parlant de dire en pourcentage. Pourquoi? On dit que le pourcentage n'ont pas d'unité. Ce n'est pas des milliards, ce n'est pas des mètres, ce n'est pas des kilos, c'est des pourcentages. Pourquoi ils n'ont pas d'unité des pourcentages? Parce que c'est le rapport de deux mêmes unités. C'est le rapport de taille sur taille, il n'y a pas de taille, c'est un pourcentage. On ne dit pas pourcentage de taille. Pourcentage, point. Des dollars sur des dollars, c'est un pourcentage. Parce que des unités disparaissent. L'une, des kilos sur des kilos, ça ne s'appelle pas unité en kilos ou différence en kilos. Ça s'appelle pourcentage. Donc, quand on fait le rapport de M. Crusoe, là, qu'est-ce qu'il a abandonné dans sa consommation? Il a abandonné combien d'unités de framboises? Il a abandonné 20 framboises, n'est-ce pas? 20 grammes, 20 grammes, excuse-moi, merci. Il a abandonné 20 grammes. En contrepartie de quoi? De combien de grammes de sauterelle? 5, merci. Donc, il a payé les 5 grammes de sauterelle, il les a payés, entre guillemets, par 20 grammes de framboise. 20 sur 5, c'est un pourcentage. Ce n'est pas c'est une fraction, comme a dit Antonin. Ce n'est pas du tout des grammes ou des dollars. Non, c'est une fraction qui n'a pas d'unité. Ça veut dire que c'est 4. 20 sur 5, c'est 4. D'accord? Quand vous faites 20 sur 5, c'est 4. Qu'est-ce que ça signifie? Là, ceci s'appelle, le 4, ça s'appelle un taux de substitution. Ce n'est pas le taux marginal, attention, ou pas encore, pas tout de suite. C'est un taux de substitution. Qu'est-ce que ça signifie? Que le taux de substitution des sauterelles aux framboises est égal à 4. Qui peut me mettre ça dans une phrase en français? Thomas. À haute voix, s'il te plaît, parce qu'il y a le micro qui est à côté de nous. Tu vas passer à la télé ce soir. Ça voudrait dire que pour chaque unité de sauterelle, Consommer en plus, il faut que monsieur Robinson ne consomme pas ou abandonne ou renonce à 20 grammes de... Voilà. Et le rapport, ce 20 sur 5 s'appelle 4. 4, ça veut dire que pour une unité pour un gramme de sauterelle, de plus, il faut qu'il renonce à 4 grammes de framboise, donc au moins. Ce rapport-là, 4, il n'a pas d'unité. Hein. Ce n'est pas 4 grammes. Hein. Attention, c'est 4. Ça n'a pas d'unité. C'est comme si tu disais un pourcentage. Ce taux, on peut l'appeler un taux de substitution ou taux absolu. Mais on ne peut pas dire absolu parce que c'est un rapport. On peut dire c'est un pourcentage. D'accord? Alors, n'oubliez pas qu'il ne faut pas être déstabilisé. Si je vous dis, il a, pour abandonner, pour consommer 1 gramme de sauterelle en plus, il faut qu'il renonce à 4 grammes de framboise. Et si je dis le contraire, l'inverse, pas le contraire, l'inverse. Si je dis, combien faut-il qu'il abandonne 2 grammes de sauterelle s'il veut consommer 1 gramme de framboise en plus? En inverse. Oui, Thomas? Plus fort? Plus fort? Un quart, bravo. Un quart. Ça veut dire que, c'est un peu logique. Hein. Si la framboise vaut, si la sauterelle vaut 4 fois une framboise,
dans l'esprit, dans le goût, dans les plaisirs de ce consommateur, ça veut dire que la framboise, elle vaut un quart de... Ça vous paraît logique, non? Donc, quand on dit taux de substitution, des sauterelles aux framboises, c'est 4, c'est comme si on dit le taux de substitution des sauterelles aux framboises, un quart. Pareil. Comme je vous dis, j'ai pris l'exemple pour vos camarades dans un autre groupe. Si je dis sur ce marché ou selon les goûts des gens, une table vaut 4 chaises, n'est-ce pas? Une table vaut 4 chaises. Ben, ça veut dire qu'une chaise vaut un quart de table. Donc, quand on vous dit taux de substitution de ceci à cela, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous le prenez dans l'autre sens, c'est le même chiffre, mais inversé. D'accord? Simplement, il faut faire attention au mot substituer en français. Et beaucoup de gens se trompent, ils le confondent avec remplacer. Substituer les sauterelles aux framboises, ce n'est pas remplacer les sauterelles par les framboises, c'est l'inverse. D'accord? Voilà, il faut juste faire attention à ça. Donc, quand on vous donnera des exercices, après, quand on fera des exercices, il faut regarder que exactement c'est quoi, substituer quoi à quoi et être un peu précis. Même dans les notations, on verra comment ne pas tomber dans ce piège qui n'est pas du tout très méchant. Donc ça, c'est on est passé de la substitution au taux de substitution. Maintenant, si on cherche un taux marginal de substitution, qui est-ce qui peut me le définir? D'abord, est-ce que vous avez vu la vidéo qu'a postée votre prof sur Agora Assas d'un cours qui concerne ce phénomène de substitution? Est-ce que vous l'avez vu? Plus fort? Je ne sais pas. Regardez-le. Certains de vos camarades m'ont dit qu'ils l'ont cherché, ils ont trouvé qu'il n'était pas disponible. Il a été disponible ce matin? Donc, il est... Ah non, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, depuis ce matin, il y est. Bon, c'est bon. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, vous regardez ça. Regardez ce qu'on a fait au premier semestre aussi. Mais bon, je pense que c'est clair, tout ça. D'accord? Je pense que c'est clair. Bien sûr, vous ramenez des questions si vous avez des doutes. Hein? Vous posez des questions. Alors, Thomas au tableau. Alors, c'est quoi la question suivante? Tu peux lui rappeler la question suivante? Je t'offre un stylet. Alors, tu peux rester sur le même écran parce que peut-être qu'on a besoin, non? Oui, pas vraiment. C'est quoi la question suivante? C'est donner une approximation du TMS au point initial. Ah, donner une approximation du TMS au point initial. Alors, on va expliquer cette question. Hein. Alors, on n'a pas défini le TMS encore. Non. Alors, qui peut définir le TMS? On a défini le taux de substitution. Et là, il faut définir le taux marginal. Oui, vas-y. Parle plus fort, s'il te plaît, sinon je t'approche du micro. Le taux marginal de substitution, en fait, c'est un taux de substitution, mais avec des quantités très, très petites. Exactement, exactement. C'est le même raisonnement, même calcul, mais ce qui nous intéresse, c'est la diffusion. C'est pas le calcul pour le moment. C'est, au lieu de dire à combien de grammes de sauterelle doit-il renoncer, voilà, le même raisonnement, mais avec une augmentation non pas d'un gramme de sauterelle, mais d'une quantité infime. On dit en économie marginale, une quantité à la marge, très très faible, une quantité marginale de sauterelle. Alors bien sûr, il faut une très petite quantité de framboises en moins, mais un peu plus grande, mais très petite aussi. Donc c'est ce phénomène où on calcule, on raisonne, on fait le même raisonnement de ce pourcentage, de ce rapport, mais
à la marge, il a un intérêt économique certain que vous allez voir dans le reste du cours et qu'on a vu au premier semestre. C'est, regardez bien ici, je vais faire un zoom sur ce dessin. Un zoom sur ce dessin. Ce point-là, je vais le zoomer. On va faire comme ceci. Voilà le point initial, voilà le deuxième, le voisin. Mais zoomé, il est grand. L'écart est grand. Celui-là, il est combien? Il est 2484. Ou au contraire, 495 de 10. Et celui-là, il est 500, puisque l'autre a baissé. D'accord? Eh bien, on peut écrire à quoi est égal le taux de substitution. Combien on a abandonné de l'un contre combien on a augmenté de grammes de l'autre. Donc, ça fait combien alors tout ça? Le taux de substitution, que je vais écrire TS égale. Bon, fais-le, Thomas, vas-y. Fais le rapport. Bon, bien sûr, ce n'est pas le calcul qui est le plus important. Alors, taux de substitution, j'ai écrit là-bas TS. Écris-le à côté. À côté de TS, qu'est-ce que vous mettez? La différence, c'était là. Alors, combien de framboises on a abandonné? Allez, 2000 moins 1980, bah, ça fait 20, n'est-ce pas? Mais écris à côté, 20. Au lieu de 20, tu mets moins 20, Thomas, puisqu'on a bien dit que c'est une différence négative là-bas. Divisé par 5, égale à moins 4. Bon, le TMS, en général, on le donne en valeur absolue, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de trimballer le mot. Donc, alors ce 4-là, on va le mesurer maintenant, comme tu as dit, en termes marginal. Combien il vaudra en termes infinitésimal, en très petite variation? Qu'est-ce que ça veut dire, très petite variation? Ça veut dire que si cet écart-là était plutôt une seule, ou même 0,0000 g de sauterelle, ça ne nourrit pas son âme, ça. Hein? Donc, ça nous fait une quantité très petite de sauterelle. Hein? Combien il faudrait alors de quantité de ça? Le moyen mathématique qui permet de faire ça, c'est quoi? Le moyen mathématique qui permet de... Non, ce n'est pas une multiplication. Tu vois? Non. La technique ou l'outil mathématique qui permet de passer des variations absolues, des écarts de 20 et de 5, à des variations infimes, marginales. Oui? Bravo, Antonin, c'est la dérivée. On dérive quoi? On dérive cette fonction qui nous fait passer cette courbe-là. On la dérive. Quand on dérive, on va calculer la limite de la variation des quantités de grammes de framboises. On va dire ici X1, simplement. X2. X2, on va écrire X2, divisé par la variation de la quantité d'X1. Variation, c'est d'état, c'est de l'absolu. C'est des grammes, des quantités un peu là. Mais si on dit on veut une variation infime, qu'est-ce qu'on dit? La limite de ce rapport, lorsque d'état X1 tombe vers 0. Ça, c'est la définition d'une. C'est la définition cette limite, c'est la définition de la. Et voilà. C'est la définition de la dérivée, ça. C'est pour ça que l'économie, si vous voulez, on vous dit, vous partez sur une île déserte, comme ce monsieur-là, Crusoe. Il part sur une île déserte. Qu'est-ce qu'il emporte avec lui pour survivre? Je ne sais pas. Il y a un économiste, quand il part sur une île déserte, pour rester économiste, qu'est-ce qu'il emporte avec lui? La dérivée. Le seul outil de l'économiste, c'est la dérivée. Pourquoi c'est important et le seul outil de l'économiste, c'est la dérivée? Pourquoi? Parce que là, oui. C'est l'opposé du TMS. Non, c'est pas ça. Pourquoi la dérivée, c'est le seul outil qu'emporterait
même si on doit condamner à mort, sur la potence, un économiste, on lui dit, quel est ton dernier souhait? Il va dire, donnez-moi de quoi dériver. Non. C'est la définition de l'école néoclassique. Vous vivez dans un monde néoclassique. Et les néoclassiques, leur nom, à l'origine, s'appelait l'école marginaliste. Les néoclassiques s'appellent l'école marginaliste. Je vous l'ai expliqué, ça, au premier semestre. L'école marginaliste. Qui a inventé cette école marginaliste? Le premier, c'est qui? Hein? Bravo, Menger. Je vous ai expliqué l'école autrichienne. Ah, vous avez oublié ce qu'on a fait au premier semestre. Eux, ils raisonnent toujours à la marge. Et la marge, ça nécessite qu'on ait recours non pas au rapport, mais à la dérivation des fonctions qui portent ces rapports. Il faut les dériver. La dérivée nous donne toutes les mesures à la marge. Pourquoi cette école néoclassique, qui l'école dominante aujourd'hui, l'école standard, elle s'appelle l'école marginaliste, parce qu'ils font tout à la marge. Ça veut dire que ce calcul-là, même si vous arrêtez de faire l'économie, il sera toujours l'outil pour le raisonnement économique. Toujours, toujours. Vos camarades qui continueront en économie, des années, ils ne feront que ça. Donc, il faut bien maîtriser comment on passe de la définition de la substitution à la définition d'un taux de substitution qui n'est qu'un rapport ou un pourcentage. On dirait même un taux de substitution unitaire par un gramme de sauterelle à un taux de substitution à la marge, marginale. Et c'est ce taux de substitution marginale qu'on appelle le TMS qui va être, vous allez le voir dans votre soupe, tout le temps. D'accord? Vous allez le voir partout. Donc, on a défini le TMS. Qu'est-ce qu'on est censé... Oui, montrer que là est une approximation de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le TMS est plus précis, n'est-ce pas? Et que le taux de substitution qu'on a calculé par des rapports, il est une approximation de celui-là, tout simplement. Donc, calculons-le, celui qui n'est pas précis, on l'a fait, c'est égal. Et celui qui est plus précis, la limite de ce truc, bah, il faut dériver. Dériver quoi? X2 par rapport. Donc, ce rapport-là, là, je fais des maths, là. C'est pas du tout des... En mathématiques, limite de delta x2 sur delta x1, quand delta x1 tend vers 0, quand on devient infime, petit, marginal, ça s'appelle d de x2 sur d de x1. Et c'est ça que vous faites au lycée, dériver x2 par rapport à x1. Il est là, x2, où est-ce que je vais écrire? Il est là. Tu dérives x2 par rapport à x1, qu'est-ce que tu trouves? Ben, voilà, faites-le. Comment on dérive x2 par rapport à x1? Allez. Je vais refaire un rappel là. Je sors, je mets une autre page. Allez, une autre page. Je fais une fonction y égale 4x. À quoi est égale sa dérivée? Ne répondez pas tout de suite. Je fais y égale 4x2 ou 5x2. À quoi est égale sa dérivée? Si je dis y égale 1 sur x, à quoi est égale sa dérivée? Je change, comme au lycée, quelques fonctions à dériver. Ensuite, si je fais y égale 998 000, c'est ça? Oui, avant un quatrième zéro. Ouais. Divisé par 10. 10. Et des y sur 10. OK? Bon, on fait tout ça rapidement. Bon, Thomas, tu peux revenir à ta place, tu le fais un peu brouillon sur ta place, et puis chacun qui trouve quelque chose, il me dit ce qu'il a trouvé. Rapidement, allez, on ne reste pas longtemps, ça c'est du rappel du lycée.
Allez, vous avez trouvé le premier? 4. Le deuxième. Celui qui ne se rappelle plus, il lève le doigt. Hein? Le deuxième. Combien? Non. 10. Bravo. 10. Bah, 10, 10. Non, c'est pas 10, c'est 10x. C'est bien ce que tu as dit. Bah, non, j'ai dit que c'est faux, 10, c'est 10x. Bah, parce que quand tu dérives une fonction avec un exposant, par exemple, tu fais ça. Si tu dis y égale 4x, sa dérivée, on a dit que c'est égal à. Et si tu dis y égale x2, sa dérivée est égale à. Eh ben voilà. Et si c'est. Là, tu as pris le 4 parce qu'il multiplie. Et si je mets 5, ça va être 2 fois 5, 10x. Bah, tu viens de me dire que la dérivée de ça, c'est 2x. Et si je mets 5 fois plus, bah, c'est 5 fois plus, 2x fois 5. C'est bien, j'ai encore dit. Non, mais doute encore. Tu doutes plus. Sûr. Oui. Ensuite, dérivée de 1 sur x. Bah, c'est bon aussi, hein, mais bon, c'est plus. C'est pas faux, attention, hein, mais c'est mieux de dire. C'est pareil, hein. Voilà. Je te remercie, c'est bien. Tu es en forme, comme toujours. Donc, on arrête là d'abord. C'est moins 1 sur x2. Qui se rappelle plus moins 1 sur x2? Bon, je sais que beaucoup d'entre vous, je l'ai vérifié dans un autre groupe, ils se rappellent d'une formule beaucoup plus compliquée, mais ce n'est pas la peine d'aller jusque-là, dérivée de 1 sur u. Hein? Bah, tout le monde me dit c'est moins u' sur u2. Bah, ça, c'est une version beaucoup plus simple de celle-là. Parce que le u' c'est égal à 1, tout simplement. Et la dérivée de celle-là, qu'est-ce qui peut me la donner? 990 000 sur. Ouais. Moins 990 000 sur x carré. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. D'accord? Maintenant, si dans cette formule, j'ai à la place de y, j'ai x2 et à la place de x, j'ai x1, eh bien, ici, j'aurai ici x1 au carré. D'accord? Du coup, on remplace par le x1, du coup, on fait le TMS. Exactement. Exactement. Alors, vous allez me chercher avec cette formule-là, n'est-ce pas? Divisé par x1 carré. Cette formule-là, vous allez l'utiliser pour calculer le TMS. Ça veut dire que votre x1 est égal à combien? 1900, comment on a dit? 495. Donc, je ferai quoi? Je ferai 990 000 divisé par. Voilà. Ça vous donne un chiffre. Allez, faites-le moi. Allez. Et vous le comparez aux 4 qu'on a trouvés. Aussi, il dit dans le cours que le TS, une approximation du TMS qui est 2 points sur un côté. Je n'ai pas entendu. Le taux de substitution, c'est une approximation du TMS, seulement il est 2 points du. Ah ouais, s'ils sont très loin, ça fait pas une approximation. Pour qu'il soit, l'écart ne soit pas très élevé, et comme ça, l'approximation sera de temps meilleur. Ben dis donc, Antonin, je ne sais pas pourquoi tu es bon alors, micro, toi. Combien vous avez trouvé? Oui, je t'en prie, Thomas. Ben, file au tableau, écris le chiffre au tableau à tes camarades, s'il te plaît, en rouge pour tes camarades.
Vérifiez si vous avez trouvé la même chose que Thomas. Vous voyez que ce n'est pas très loin du 4. Donc ça va, ça veut dire que c'est une bonne approximation. Alors, qui n'a pas compris quelque chose dans ce qu'on vient de faire, là, avant de passer à la question suivante? Hein? C'est bon? Mais si vous concentrez un peu plus chez vous, vous allez voir, il y a des questions qui vont surgir. Si vous ne faites pas l'écolier, hein, il ne faut pas faire le scolaire, là. Posez-vous des questions sur l'intérêt, à quoi ça sert, tout ça, est-ce que c'est toujours bon, est-ce que, voilà, est-ce que c'est utile de faire ça? N'oubliez pas qu'on a critiqué tout ça au premier semestre, hein? Mais bon, c'était de la macro. On avait bien le droit de critiquer parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne veux pas sortir du télé. Le passage de la micro à la macro, tout ça, c'est pas agréable, si vous voulez. C'est pas agréable. Ou difficilement agréable. OK. Qui peut me lire la question suivante? Je t'en prie. Exprimer le TMS en rapport quelconque de la courbe d'indifférence client. Bah, on vient de le faire. Ouais, mais du coup, c'est un autre point. Quelle est l'expression de TMS en un point quelconque? Un point quelconque qui a un abscisse x1. Eh bien, c'est 990 000, c'est x1 au carré. En fait, monsieur, là, on a fait la question 6, carrément, on a fait la question. Ouais. Et que le TMS, c'est pas une... En fait, dans la question 4, vous demandez de calculer une approximation du TMS, c'est le TS. Et après, dans la question 6, vous demandez de calculer le TMS fois l'initial, etc. Ouais, parce qu'on va un peu vite, tout ça. Vous avez compris, j'espère. Donc, quand vous dérivez une fonction, une courbe d'indifférence, vous obtenez le TMS. Et quand vous faites, pour deux points pas très loin l'un de l'autre, ce rapport de combien on doit abandonner de l'un pour augmenter d'une unité de l'autre, vous faites un TS. C'est ça? Qui est une approximation de TMS. Si les deux points ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Ils sont très éloignés, le résultat est très limité. Question suivante. On a fini l'exercice? Ah là là, on va trop vite là. Hein? Vas-y, dis-la. Et c'est toi qui vas la faire. Vas-y. Vas-y. Bah, on vient de faire que le TMS au point initial, c'est 4,04. C'est paumé, hein? C'est Thomas qui l'a fait. Comment on fait pour calculer le TMS au point initial? Dis-le sans calcul, l'idée, le raisonnement. Non, 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 ça c'est le TS. Qui peut rappeler à votre camarade comment on a fait le calcul de TMS au point initial, au panier initial? Comment on a fait? En un mot, je ne veux pas de calcul. L'idée, la règle qu'on doit retenir. On dérive la courbe d'indifférence en ce point initial. Point. Elle est où la courbe d'indifférence? C'est celle-là. Et 990 000 divisé par x1. Ça, c'est x2. N'est-ce pas? Tu le vois, ça? Maintenant, regarde là, au tableau. Comment tu dérives ça par rapport à x1? Bah, tu trouves ça. Ça, c'est la dérivée de celle-là par rapport à x1. Et ça s'appelle le TMS.
au point X1 quelconque. Si c'est le point X1 du panier initial, quoi est égal à X1 au panier initial? Égal à 495. Là, j'applique. Claro? Alors, avant de passer à l'exercice suivant, j'attends vos questions. Parce que je vous vois marmonner là, tous les deux. Faites l'exercice suivant? Non, on reste sur l'exercice 6, parce que là, on va vérifier. Allez, on le refait, le HKZ? Qu'est-ce que c'est dire, ça? Ah non, mais là, c'est dans l'exercice, en fait, c'est dans l'exercice, c'est déjà pour la série, mais justement, pour la redériver. Oh, camarades, ils sont en train de faire l'exercice 7 parce qu'ils s'ennuient. Allez, on fait l'exercice 7. Non, allez. Non, mais s'ils n'ont pas compris. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Attention, hein? Faut pas me dire que j'ai pas compris le jour où on fait l'interro. Allez, passez au 7. Lisez tranquillement pendant 2 minutes. Vous allez voir que tous les exercices se ressemblent au micro. Tous, tous, tous. Alors, voilà le 7. Ah, il est court le 7. Soit une courbe d'indifférence x2 égale 100 sur x1 au carré avec ça en positif. Alors, vérifiez, est-ce que ça ressemble à une courbe d'indifférence, ça? Hein? Bah, pourquoi ça ressemble à une courbe d'indifférence? Parce que... Oui, je t'en prie. La montée d'un bien fait baisser l'autre. Exactement. La courbe indique que si l'un augmente, l'autre doit... Voilà. Donc, ça ressemble beaucoup à une courbe d'indifférence. Si on dit calculer le TMS, on n'a pas quelconque de cette courbe d'indifférence, le TMS. Alors, oubliez tout ça. Comment je calcule le TMS sur un point quelconque d'une courbe d'indifférence? En faisant de quoi? De cette courbe d'indifférence en... Bravo. Et il faut que tu me répètes ça comme une chanson. Pour calculer... Répète! Plus fort! Oui? Non. J'ai dit, ici, est-ce qu'on a demandé de calculer le TMS en un point initial? On a dit calculer le TMS en un point. Ah, tu vois, tu es resté dans le précédent. Tu m'as dit, je t'avais dit que tu fasses des merdes. Tu peux reprendre. Comment je calcule le TMS en un point quelconque d'une courbe d'indifférence? Une phrase où il y a un seul verbe. Vous dérivez la formule de la CI. Voilà, elle ne l'appelle plus CI, courbe d'indifférence. Je veux plus d'abrégé. Hein. CI, après, il va me dire, le TMS, il y a un abrégé qui est universel. CI, je ne sais pas ce que c'est. On dit courbe d'indifférence. Et vous pouvez dériver la formule de la courbe d'indifférence de l'exercice, et après on remplace X1. Ça ne me suffit pas. C'est pas assez. Tu as oublié un mot. Tu dérives la courbe d'indifférence en ce point. TMS en un point, tu dérives en ce point. Qu'est-ce que ça veut dire dériver une courbe en un point? Ça veut dire la dériver en général et remplacer le x par la valeur de ce point, l'abscisse de ce point. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, déterminer le TMS en un point quelconque de cette courbe, c'est dériver cette courbe en x, en x1. D'accord? Alors, la dérivée, elle n'est pas difficile. Hein? Qui est-ce qui peut me dériver cette fonction?
On a 100 sur x1 au carré. C'est un peu comme tout à l'heure, mais c'est... Oui? 100 et 2x. Enfin, 100 sur 2x. 100 sur 2x. Non. 2x. Non. Vous avez beaucoup de problèmes de dérivés, les enfants. Beaucoup. Beaucoup. Vous avez beaucoup de problèmes de dérivés. Ah, ça commence à être mieux là. Moins 100 sur... Non. 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 Vous avez des problèmes de dérivés. Et vous n'avez pas de problème du micro. U' sur U2. Donc, le dénominateur, je l'élève au... Le dénominateur U, je l'élève au carré. Et le dénominateur, il dit ici combien? Et 2. Élève x2 au carré. Mais non, x2 au carré, ça fait x quoi? Mais vous avez eu votre bac dans une pochette surprise. Hein? Ah, la pochette Covid, ça y est, je me rappelle. Ah oui, non, mais vous avez raison. Alors on va aller doucement. Parce que ça, franchement, x4, bien sûr. Moins 100 divisé par x1 à la puissance 4. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2x en haut. Donc, ça veut dire que la dérivée U', c'est ça. Ah, le U', où est-ce qu'il est, le U'? Moins U'. Dans ce cas-là, le moins U', c'est quoi? Donc, ça fait moins 100 fois 2x. 2x1, c'est ça. Divisé par x1 à la puissance 4. La dérivée du dénominateur, c'est 2x. Alors, je l'aurais écrit là. Vous avez pensé à U' sur U2. Le U, ici, c'est x et 2, n'est-ce pas? Le U', c'est quoi alors? C'est 2x. Vous me suivez, non? C'est ça? Donc, eh ben, ça fait moins 100 fois 2x. 2x1, merci. Divisé par U2 au carré, c'est x1 au carré fois au carré encore. 4. Ça fait x1 à la puissance 4. Donc, ça fait en tout moins 200 sur x1 au cube. Claro? Oui. Voilà. C'est clair, Thomas? Bon, c'est vrai que le COVID est passé par là. Hein? Ben, c'est une année où votre cours de maths, vous l'avez fait peut-être à distance? Ou vous l'avez fait, ou peut-être pas du tout? Ouais, pas du tout, carrément. ça dépend des profs, mais voilà. Ça dépend de ce qu'on a fait dans l'option. Ah ouais, les options aussi. Si vous pas avoir le maths en première. Ah bah, vous êtes la génération la plus heureuse. Oui. La plus heureuse. Si. Bon. Tout le monde a compris? Je calcule le TMS en ce point quelconque en dérivant cette fonction en ce point. La dérivée de la fonction 100 sur x1 au carré
c'est moins 200 sur... Ouais, c'est ça plutôt genre 200 sur X3. Enfin, les gens se enlever le moins du coup, non. Quand on dérive et qu'on passe au TMS, c'est l'opposé du coup. Oui, non, mais après, quand on calcule, Ah ouais. on oublie le moins. Quand on calcule, on oublie le moins. Et quand j'ai fait la dérivée, je laisse le moins. Pour dire que la dérivée, le moins, il est dedans. Mais en TMS, il n'est plus dedans. En TMS, on sait très bien qu'ils sont négatifs, ils sont tous négatifs. TMS, c'est toujours négatif. Toujours positif. Ouais, toujours positif. La dérivée est négative, mais le TMS, toujours positif, parce qu'on fait la valeur absolue de ce. Alors, qui est-ce qui attaque la question suivante? On suppose que le consommateur détient 5 unités de 1 et 4 unités de 2. D'accord? Cinq et 4. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu as levé le doigt? Oui, vas-y. Du coup, on a les coordonnées 5, 4. Oui. X1 égale 5 et Y2 égale 4. Oui. Du coup, quand on est dans le TMS 200 avec 5 au cube. Et du coup, 200 sur 5 au cube. Très bien. Et du coup, c'est 200 sur 125. Et après, si on développe, ça fait 1,6. 1,6. Alors, on va voir si tes camarades ont pensé à la même chose. Alors, qui est-ce qui ne voit pas comment on fait cette réponse que vient de donner votre camarade? Qui n'a pas compris sa réponse? Oui, je t'en prie. Comment? Alors, vérifiez une chose. Alors, d'abord, est-ce que vous avez compris la question? Comment vous comprenez la question? On a déterminé le TMS, on a trouvé que c'est égal au n'importe quel point, il était égal à moins 200, c'est ça? On va dire 200, on oublie le moins. 200 sur x1 au cube. Ça veut dire 200 sur l'abscisse de ce point au cube. Dites-le en français comme ça. Le TMS de n'importe quel point de cette courbe, c'est égal à 200 divisé par l'abscisse de ce point au cube. Point. C'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Maintenant, on vous dit, regarde bien, s'il te plaît. On suppose que le type, il s'appelle plus Crusoe, hein? C'est peut-être vendredi. Et il a 5 unités du bien 1 et 4 unités du bien 2, n'est-ce pas? 5 et 4. Ça, c'est sa dotation initiale, son panier initial. Quelle est la valeur de TMS en ce point? Parce que chaque point a un TMS. Chaque point a un TMS. D'abord, vérifiez d'abord. Est-ce que ce point, il a bien ce point initial, 5, 4, est-ce qu'il est bien sur la courbe? Bien sûr qu'il est sur la courbe. Pourquoi? Parce que si tu mets 5 à la place de x1, ça fait 5 fois 5, 25. 100 sur 25, ça fait 4, c'est bien ce qui est donné dans l'énoncé. Donc, c'est bien un point sur la courbe. Si on dérive la courbe en ce point, n'est-ce pas? Ça veut dire tout à l'heure, on a trouvé que le TMS est égal à 200 sur x1 au cube. Ben, vous mettez 200 sur x1 au cube avec x1 égale à combien ici? 5. Et bien voilà. Eh bien, tu vas me l'écrire au tableau. Allez, suivez votre camarade au tableau. Tiens le stylet, n'écris pas avec tes ongles.
Un peu plus gros. Écris un peu plus gros. Sois pas avare de tableau. Donc, on a dit le point. D'abord, on rappelle le TMS qu'on a trouvé tout à l'heure. C'était 200 sur. Voilà. 200 sur x en cube. Tu vois, il adopte mes notations du premier semestre. Vous avez vu? Ah, ça, c'est un garçon qui garde des souvenirs. Alors, notre point là, c'est 4 et combien? Non, 5 et 4. Bon, tu remplaces x1 par... je n'écris plus. Voilà, 200 divisé par 5 au cube. Non, au carré, oui, au cube, tu as raison. Bon, aidez-le pour le calcul, si quelqu'un a fait ce calcul. Tout le monde suit ce que fait votre camarade? Voilà. Combien donne cette opération? OK. Bravo. Merci beaucoup. Ben voilà. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a écrit, pourtant il écrit clairement. Je te remercie, jeune homme. Alors, interprétez-moi ce 1,6. Qu'est-ce qu'il signifie? C'est le TMS donc de X1 par rapport à X2. Alors, est-ce qu'ils ont des noms? C'est X1, X2? Ils ont des noms? C'est quoi? Des choux et des crevettes ou non? Oui. Ils disent rien? X1, X2. On va laisser X1, X2. Donc, ce TMS, ça, quelquefois, on le note, mais ne vous embarrassez pas trop avec ça. TMS 1, 2. Ça veut dire substituer le bien 1 au bien 2. C'est une notation qui n'est pas universelle. Si elle vous déstabilise, regardez bien, vous allez comprendre par le contexte de la phrase. Ici, c'est le TMS du bien du X1. Voilà. Donc, ça veut dire que je substitue. Exactement. Non, pour avoir moins. Ah, bah oui. Voilà. Donc, le 1,6, il mesure cette substituabilité. Combien ça va lui obliger d'abandonner du bien 2 pour avoir un petit chouïa de plus ou bien 1. Donc, il doit abandonner 1,6 unités du bien 2 pour avoir une... Non, en fait, ce n'est pas une unité, c'est une toute petite quantité infime du bien 1. Donc, des fois, on se prend en disant une unité. Ça, c'est l'absolu. Mais c'est le TMS, c'est-à-dire à la marge. Ouais, juste la prof, dans son cours, elle disait, du coup, si on augmente x1 d'une très petite quantité, il faut diminuer x2 de du coup, 1,6 x1 Ouais, pour rester sur la même indifférence. Exactement. Mais oui, ouais, bien sûr. du coup, c'est trompeur, parce qu'elle dit il faut diminuer x2 de 1,6 de x1. Non, de 1,6. Pourquoi 2x1? Non, tu as mal noté. Non, non, tu enlèves le bout de la phrase là. Pas 2x1. Donc, quand est-ce que vous avez pris ce cours-là? C'était tout à l'heure. Ah ouais, vous avez un cours tout à l'heure? Non, mais c'est un podcast. Elle a dit en cours. Ah, vous l'avez écouté? Ah, parce que certains de vos camarades, avant, ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas encore. Ah, c'est tout récent, là? Oui. D'accord. Oui, non,
Ouais, bah, c'est bien. C'est bien. Non, il faut écouter, hein, et vous allez voir, quand vous écoutez, vous comprenez bien le cours, il y a quelques jours après, vous allez avoir un petit doute sur une chose. Ben, vous réécoutez. Parce que ces choses-là, ben, comme tout, hein, il faut répéter. Il faut répéter. Comme n'importe quelle chose, il faut s'exercer. Alors, même question si on a 4 unités du bien 1 et 6,25 du bien 2. Alors, faites le même raisonnement. Allez. Et puis ensuite, même question si pour 3 et pour 1. Pour 3 et 100 divisé par 9. Allez, faites-moi tout ça rapidement. Donc, en gros, finalement, euh, calculer le TMS, finalement, en quoi? En 3 points différents de la courbe. D'accord? C'est tout. Pour être sûr que vous avez bien compris, on répète 3 fois. Vous n'êtes pas perdu dans les calculs, hein? Parce que c'est le raisonnement est le même. Allez, Ryan, au tableau, même si tu n'as pas fini, on va t'aider. On est sur le deuxième point qui est 4 du bien 1, 6,25 du bien 2, c'est-à-dire en gros, quand je te mets le tableau à écrire, c'est donc 4, 6,25. Il est où, c'est là. Bon, si tu veux changer de tableau, tu appuies sur le plus, sinon tu laisses là, je pense que ça suffit. Hein. Troisième question. Voilà. Ça devrait suffire comme espace. Vas-y. Je t'en prie. Très bien. Du coup, j'ai vérifié que c'était sur la courbe. Ah, il a vérifié que c'était bien sur la courbe en faisant, quoi 100 divisé par 4 à la puissance 3. Non, 2. Ça fait 16. Bah, il trouve 6,25. Très bien. Ça, c'est une bonne chose de fait déjà. Ensuite, il est plus précis, Ryan. Ça fait ce calcul? Oui. Très bien. Ryan, tu es excellent. Tu es excellent. Maintenant, il reste à interpréter, mettre une phrase en français sur ce chiffre 3,125 pour le mettre dans une belle phrase. Qu'est-ce qu'il signifie que TMS 1,2 ou TMS bien 1, bien 2 est égal à 3,125?
Tout le monde réfléchit à une phrase, comme celle qu'on a faite tout à l'heure. On va laisser la chance à Ariane. Pour ce consommateur, donc, pour augmenter le bien en deux. on commence par le bien 1, parce que tu vois bien, substituer le bien 1. Ça veut dire consommer plus du bien 1 et donc moins du bien 2. Alors, attention, hein, tu peux faire l'inverse en inversant 3,125. Hein. C'est pas grave. Continue. Quand on baisse, pour avoir la même satisfaction, il faut baisser le bien 2 de 3,65 pour augmenter la consommation du temps. Tu as oublié une seule chose, toute petite. Voilà. La seule chose, tout ce que tu as dit est juste, mais pour augmenter, tu n'as pas dit ni unité, ni 10, ni rien, pour augmenter la consommation du bien 1 d'une quantité marginale, infime, très petite. Il faut donc 3,125 fois unité du bien 2. Voilà. Alors attention, hein, les petites phrases comme ça, bien ficelées. Alors, on va le vérifier dans la troisième question. Je te remercie. Si quelqu'un veut me faire rapidement le troisième bien, là, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, je t'en prie, vas-y. Alors, tu vas lentement parce que, je ne sais pas, si tout le monde a compris, tout le monde a su faire le calcul, on peut aller vite. Mais si quelqu'un a un petit doute, il l'arrête. Oh, il y a de la place, parce que j'aimerais bien voir tous les calculs en même temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir le tableau. Donc, tu écris quatrième question, jeune homme, pour que tes camarades suivent. C'est un 4, ça? C'est pas un Y? C'est un 4? Oh là là. C'est un 4. C'est un 4. Bon, on va décider que c'est un 4. Dans les chiffres, c'est... En fait, c'est 3 au cube qui fait 200 sur 27. C'est bien. Ça, c'est un 7? Non, 200 sur 27, qui donne à la fin un résultat de 7,4. Très bien. Je ne connais pas le résultat, mais bon, je suppose que c'est juste parce que ben, vous allez... Tout le monde a trouvé le même chiffre? Très bien. Donc, si vous avez tous trouvé le même chiffre, je vous fais confiance. Combien il nous reste de temps, là? Hein? Non, ce n'est pas fini. 5 minutes. 5 minutes. Voilà. Bon, pendant 5 minutes, je vais faire l'appel. Okay. Mais je n'ai pas la liste. Et je vous connais tous de nom. Alors, l'exercice suivant, c'est quoi? C'est les substituables. Non, c'est les mecs qui se montent en même temps, là, les dire. Ah, d'accord. Bon, bah, je vous offre 5 minutes que vous me devrez un jour où j'arriverai en retard. OK, merci beaucoup.